Bonjour à tous, on va commencer. Bienvenue pour cette présentation. Au nom fort alléchant de Data Science et Craftsmanship, je t'aime, moi non plus. Alors, déjà, pour vous expliquer pourquoi on en est venu à ce titre et qu'est-ce qu'on va vous expliquer pendant cette présentation, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Ça va vous détendre un peu l'atmosphère après le café. Alors moi, je suis data scientist et fermier. Data scientist. Alors, depuis quelques semaines, chez mon client, dans mon entreprise, on m'a confié un projet à caractère data science. Ça fait plusieurs semaines que je bosse énormément sur ce projet. J'ai fait beaucoup d'explorations, validé beaucoup d'hypothèses. J'ai transformé mes données dans tous les sens, j'ai agrégé beaucoup de sources. J'ai créé une modélisation super compliquée. Je suis vraiment fier de mon résultat au final. Je pense que je suis prêt à mettre ça directement en production, d'aller voir mon client, lui dire c'est bon, cette fois on peut y aller. Alors c'est là que tout content, je vais voir mon ami Sylvain, ici présent, pour lui dire Sylvain, j'ai une super modélisation, j'ai fini mon projet, tu peux le mettre en production. Alors c'est là que moi j'interviens en tant que data engineer et première chose que je demande en fait c'est de fournir un binaire, du code, un repo GitHub que je pourrais cloner et puis packager, installer et que tout marche très bien du premier coup. Alors, en général quand je commence à employer ce vocabulaire là, au data scientist j'ai à peu près cette tête là en face, c'est-à-dire un regard vide, les gens ne savent pas trop de quoi je parle. C'est vrai. Et puis du coup on se dit bon on va essayer de tout reprendre depuis le début et savoir comment on en est arrivé là. En fait, cette histoire, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins observé. Donc, évidemment, c'est un peu exagéré, mais c'est une histoire qu'on a plus ou moins observée sur des projets. En fait, on va essayer de vous faire un retour d'expérience sur des astuces, des trucs que vous pourriez mettre en place pour qu'en fait la relation avec le data scientist se passe mieux. Donc moi, je suis Sylvain Lequeux, je suis data engineer à Xebia. Et moi, donc Yoann Benoît, data scientist à Xebia aussi. Alors justement, comme le dit Sylvain, on a essayé de réfléchir, avec tous les projets qu'on a mis en place, quelles sont les différentes contraintes et qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place pour améliorer ces relations. Alors justement, cette petite histoire qu'on vous a racontée, elle est certes exagérée, mais ça nous sert de base et il y a beaucoup de vérité là-dedans. Du coup, on a cherché à comprendre qu'est-ce qui déjà sépare nos deux mondes, le monde du craftsman et le monde du data scientist. Alors premièrement, déjà en termes de formation, dès l'éducation de ces deux profils, les choses vont différer. Le data scientist, il a une formation en mathématiques, statistiques, machine learning, bref, beaucoup de choses théoriques, pas forcément beaucoup de programmation, et en gros, plus on a de données, plus on est content, plus on peut explorer beaucoup de choses. À l'opposé de ça, en fait, le data engineer, il a plutôt une formation qui est très orientée vers le développement, vers le code, la qualité du code, donc essayer de faire des belles choses. Un peu vite. Si on prend dans leur métier les objectifs personnels de chacun, le data scientist, lui, son objectif, c'est de faire des modélisations complexes, d'apporter de la valeur ajoutée aux données, de pouvoir faire des visualisations interactives qui va permettre de faire comprendre aux clients, aux sponsors, quel est l'enjeu de ce projet. Et donc du coup, le code, la programmation n'est qu'un outil pour arriver à ces fins. Alors, je vous rassure tout de suite, côté data engineer, on aime bien aussi apporter de la valeur au code, la valeur à l'entreprise. Seulement, en fait, on essaie plus souvent de voir le code comme un art, essayer vraiment de planifier de très belles architectures de code, de faire des choses réutilisables, scalables, placer tous les mots-clés que vous voulez. Enfin, en termes d'organisation des équipes, ce qu'on observe traditionnellement, c'est une grosse séparation. Les data scientists vont de temps en temps être isolés dans des équipes de data mining, dans des équipes silotées par les différents aspects métiers de l'entreprise, le marketing, la finance, etc. Alors que du coup, les développeurs, les craftsmen vont être dans d'autres équipes qui vont être plutôt liées au déploiement de code, à la mise en production. Et donc on va être complètement siloté et avoir aucune communication, alors que l'objectif est commun, c'est délivrer de la valeur sur notre projet. Alors en termes d'outils aussi, beaucoup de différences. Les data scientists vont être assez friands de langages comme le Python, le R, utiliser des notebooks Jupyter, ou alors utiliser des outils métiers comme SAS, qui vont être complètement différents de ce que va utiliser le développeur. Côté data engineering, en général, on est plus assez fréquemment sur des technos qui tournent sur des JVM, du Java, du Scala, avec des outils de build assez classiques, du SBT, du Maven, du Jenkins, toute une stack assez habituelle.
de l'utilisation de GitHub, de GitLab ou je ne sais quoi pour pouvoir gérer son code. Voilà, toute une stack technique, on va dire, assez standard du data engineer. Alors un petit focus sur ces outils justement, on essaie de se prêter au jeu de la comparaison et du plus et du moins de chacun de ces langages. Alors déjà en termes de popularité, tout simplement, les data scientists vont être très friands, comme je l'ai dit, de Python, de R, alors que le Scala et le Java vont être plutôt les domaines des data engineers. En termes data science justement, on va beaucoup parler de machine learning, donc de disponibilité d'algorithmes de machine learning. Pour ça, en fait, c'est la raison principale pour laquelle on va plutôt préférer le Python ou le R, c'est parce qu'il y a des librairies extrêmement développées, extrêmement poussées, qui nous permettent de faire de la modélisation. Ces algorithmes sont beaucoup moins présents dans les langages comme Java et le Scala. Les seuls algorithmes présents, ça va être lié à des frameworks distribués comme Spark. Alors, on a une problématique aussi qui arrive régulièrement dans le big data, c'est la scalabilité des algorithmes. On va essayer de passer à l'échelle pour travailler sur du big data. Et là, en fait, c'est là que les langages Scala et Java vont avoir vont nous aider énormément. C'est qu'avec des frameworks comme Spark, ça devient naturel de pouvoir passer à l'échelle sur des algorithmes. Alors, en Python, on peut aussi le faire, parce qu'en Spark, on a une API Python qui nous permet de faire ça. Par contre, c'est pas forcément les langages Java, Scala vont être les plus adaptés. Et enfin, en termes d'outillage, encore une fois, Java, Scala vont être des outils, des langages beaucoup plus anciens, avec un écosystème qui est bien rodé, avec des outils, des IDE, des outils de build extrêmement bien développés, alors que c'est beaucoup moins le cas en R et en Python. Alors en Python, on commence à avoir de plus en plus d'outils. C'est encore assez jeune, sur les outils de build notamment, mais on commence à atteindre un compromis sur le fait que les data scientists vont beaucoup travailler sur ce langage-là. Et ça reste un langage de programmation qu'on peut faire de l'orienté objet, on peut faire du fonctionnel. Et donc les développeurs, les ingénieurs data vont petit à petit accepter ce compromis d'aller sur du Python, même si ils nous poussent quand même beaucoup à faire du Scala. On aime ça, le Scala. Jusque-là, en fait, j'ai fait un petit peu l'amalgame entre data engineer, craftsman. Je n'ai pas été très très clair sur ces définitions. Je voudrais juste essayer de nous remettre un peu à niveau avec une définition de base qu'on pourrait donner sur ce qu'est le craftsmanship. En fait, il faut voir ça comme une discipline qui vise à voir le code comme un art. La production de code, c'est un art. On va essayer de le perfectionner et d'améliorer la façon dont on le produit. Globalement, c'est ça. Depuis le début, je fais un peu l'amalgame data engineer, craftsman, parce que souvent, on se retrouve avec des personnes qui ont un peu ce double profil, chose qu'on trouve beaucoup moins dans la data science, et on va essayer de voir comment on peut essayer de remédier à ce problème. Alors en fait, la première chose qu'on s'est dit, c'est que quand on ramène un craftsman sur un projet, donc il arrive, déjà il s'arrache un peu les cheveux parce que souvent plein de choses qui ne sont pas comme il le faudrait. Et en fait, il va nous apporter tout un tas de contraintes pour essayer d'améliorer notre projet. Alors ces contraintes, ça a souvent une connotation négative, le mot contrainte, en fait, c'est vraiment bénéfique. Ce sont vraiment des contraintes qui vont essayer de mettre un cadre sur comment on va produire notre code. Pour ça, en fait, nous, on a essayé de se prêter au jeu et on est reparti d'un deck de cartes qu'avait créé Xebia il y a quelques années, qui s'appelle Xebia Essentials. Et du coup, en fait, on a essayé de prendre quelques-unes de ces cartes et de voir comment on pouvait les mettre en pratique sur nos projets. La première sur laquelle on a travaillé, c'est le Make it work, make it right, make it fast. Alors, au niveau de la compréhension de cette carte, en fait, ce qu'il faut voir, c'est vraiment l'enchaînement de ces différentes actions, c'est-à-dire on commence un projet par le faire marcher. Une fois qu'il fonctionne, on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus joli. Et une fois qu'on est arrivé à ça, on va pouvoir aller s'accentuer certains aspects de performance, certains aspects qui peuvent les laisser plus ou moins de côté dès le début. Alors évidemment, la performance, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'inclure tôt, mais à défaut, des fois, on n'a pas forcément le choix. Alors, quand on regarde comment fonctionne un data scientist, souvent, ils vont travailler sur ce genre d'outil qui s'appelle un notebook. Donc, un notebook, c'est une web app qui permet d'inclure à l'intérieur du code, des graphiques, un peu de markdown. C'est extrêmement pratique justement pour le premier aspect de la carte précédente, c'est le make it work. C'est-à-dire je suis capable d'aller interroger mes données, d'aller explorer mes données et de remonter très rapidement des intuitions que j'aurai sur le contenu de mes données. Alors ça c'est très bien, par contre on se rend compte très facilement, c'est que l'aspect make it right et make it fast, là on va être sur un autre aspect, puisque le make it right, on va commencer à parler de refactoring, de tous ces aspects-là.
de gérer le code sur un outil de versionning, ce genre de choses-là, ce n'est pas possible avec des outils type notebook. Donc là, on va avoir un premier problème, ce qu'on va essayer de résoudre par la suite. Et un autre point important, c'est l'intégration au plus tôt. En fait, ce qu'on se rend compte qui arrive régulièrement, c'est data scientist, il va au fur et à mesure de son projet avoir un notebook de plus en plus conséquent ou alors avoir une collection de notebooks innombrables et donc ne plus forcément s'y retrouver. L'idée de cette carte, c'est de dire, dès qu'on a quelque chose qu'on a validé, qu'on souhaite tester, qu'on souhaite réutiliser par la suite, je vais l'intégrer, je vais le packager. Et donc ça, comment est-ce qu'on peut le faire dans la réalité, en concret? On va essayer déjà, dès le début, d'intégrer, de packager les fonctions qu'on utilise le plus, c'est-à-dire nos transformations de date, nos transformations de données qu'on réutilise tout le temps. Et au fur et à mesure, on va pouvoir intégrer, packager les différentes phases qui sont classiques en data science, à savoir le feature engineering, c'est-à-dire comment transformer ma donnée pour les données en entrée à mon algorithme de machine learning. Et enfin, la modélisation, donc vraiment la partie apprentissage automatique pour de la prédiction. Alors quand on parle d'intégration, en fait, il y a un truc qui vient assez rapidement, c'est de se dire on va vouloir automatiser tout ça. On va vouloir scripter un maximum de choses. Donc là, ça vient notamment d'un adage qui dit à partir du moment où on répète 3 fois la même chose, il faut commencer à le scripter et à l'automatiser. C'est typiquement ce qu'on va avoir avec les processus de release, par exemple, comment je fais une release, comment je prends mon code, je le package, j'en obtiens un binaire que je peux déployer sur un environnement. Ce genre de choses-là, ça se scripte. Et pour ça, en fait, on a des outils qui existent. Alors, dans le monde de la JVM, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis très longtemps avec des outils type Maven, type SBT. Il faut savoir que ça existe aussi dans le monde Python. Il y a des outils comme Tox qui existent, qui font ça, qui permettent de scripter le build de mon binaire final. Une fois qu'on a pu scripter cette chose-là, il va falloir l'automatiser. Et pour ça, on va revenir sur des outils très classiques du monde du dev. On va revenir sur du Jenkins, sur du Travis si jamais on est dans le SaaS. Donc on va pouvoir faire en sorte de déclencher automatiquement l'exécution de ces scripts. Alors quand on parle d'automatisation, on parle principalement de tests. Les tests, ça a un intérêt assez prépondérant dans la craftsmanship. Et en fait, c'est applicable aussi à data science. Alors, il y a toute une série de cartes qu'on peut associer aux tests. On en cite ici quelques-unes. La première, c'est de dire, en fait, si on n'a pas le temps de faire de tests, c'est qu'on construit trop de choses d'un seul coup. Le but, c'est vraiment de dire, je vais tester tout ce que je peux. Si j'en construis énormément, je ne vais pas pouvoir m'y retrouver, et donc je ne vais pas pouvoir tester tout efficacement. Le deuxième point, qui est assez prépondérant pour les craftsmen, c'est en fait, on va utiliser ce qu'on appelle le red green refactor, c'est-à-dire que si j'ai une nouvelle fonctionnalité, si j'ai une nouvelle implémentation à mettre en place, je vais d'abord écrire un test qui échoue, puis ensuite écrire le code pour faire en sorte que ce test passe, et ensuite faire une phase de refactoring. Ça, on va le voir, c'est pas forcément hyper facile à mettre en place pour data science, mais ce sont les principes même du craftsman. Ensuite, chose très importante, ces tests doivent être runnés de manière automatique. Et enfin, ces tests doivent être indépendants, fiables et rapides. Alors, je tiens à préciser, je suis data scientist, mais je ne suis pas sous la contrainte pour dire ça. C'est des choses qu'on peut mettre en place. Je promets, il n'est pas sous la contrainte. Et là, en fait, quand on considère toutes ces contraintes qu'on a citées ici au niveau des tests, on va tout de suite tomber dans un gros problème. Il y en a au moins 2 qu'on ne sait pas respecter. La première, c'est pas de changement sans test préalable. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que vu que le data scientist travaille sur un notebook, écrire des tests à l'intérieur, c'est pas forcément conçu pour ça. Ça marche pas très bien. Donc, typiquement, ce genre de carte-là, celle-là, on a été obligé de la laisser un petit peu de côté pour l'instant et de se dire, on va accepter de pouvoir faire des changements sans avoir écrit le test au préalable. Le deuxième, c'est la partie, les tests doivent être rapides. Et n'importe qui a déjà touché un framework Spark ici saura que c'est pas possible. En fait, quand on exécute des tests avec ce framework, on a un coût au lancement de l'outil qui est de l'ordre de 10-15 secondes avant de pouvoir lancer mon premier test. Ce qui se passe quand on écrit des tests de manière assez classique, je veux lancer 2000-3000 tests, ça va me prendre quelques secondes. Là, je parle, j'ai même pas encore lancé un test, je me suis déjà pris 15 secondes dans la vue.
C'est à relativiser quand même, puisque une fois que ce temps est passé, je vais pouvoir lancer plusieurs tests sans avoir à me reprendre à nouveau ces 15 secondes à chaque test. C'est vraiment à l'initialisation, au lancement de mes premiers tests où je vais avoir le problème. Mais on a quand même ces soucis en termes de temps d'exécution des tests. C'est-à-dire que si j'ai un petit projet dans lequel il y a 50, 100, 200 tests, ben ça va être quand même relativement long. En fait, tout ça, toutes ces contraintes qu'on a vues jusque-là, bah, c'est quelque chose qui est assez pénible à mettre en place, notamment dans le monde de la data science. Et en fait, on a trouvé cette petite carte qui résume pas mal les choses. C'est que si jamais ça vous fait mal, il faut le faire plus. Ce qu'on entend par là, c'est que plus on va répéter une même action, plus on va s'habituer à la réaliser, plus on va automatiser une partie. Si on reprend le concept par exemple du process de release, potentiellement, le premier release qu'on va faire, ça va nous prendre une demi-journée, une journée, ça va être compliqué, ça va être pénible. On va apprendre de nos erreurs, on va scripter des éléments, et plus on va le répéter, plus on va mettre de choses en place pour que ça soit beaucoup plus simple et que ça ne fasse plus mal. Vraiment, l'objectif, c'est de dire on va essayer de répéter la chose jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. Ok, on a déjà vu pas mal de choses. Maintenant, je vois, s'il y a des data scientists, je les vois arriver avec leurs grands sabots en disant voilà, c'est bien gentil tous vos concepts, mais ça me fait beaucoup de contraintes et dans mon travail, ça va quand même me pénaliser énormément. Alors, du coup, on a fait l'exercice. Je prends un notebook, donc mon outil de travail au quotidien, et donc j'ai réalisé ici un petit projet assez classique où en fait, on va avoir mis en place toutes les phases classiques qu'on a sur un projet data science. Donc, premièrement, on a nos différentes librairies qu'on veut importer. Ensuite, importer la donnée dont on a besoin. Pouvoir la splitter en train, un échantillon de test pour pouvoir ensuite faire un modèle derrière. La phase que j'ai parlé après, c'est le feature engineering. C'est j'ai ma donnée brute, je veux appliquer des transformations pour obtenir ce qu'on appelle des features, donc des caractéristiques qui vont être représentatives de mon projet et de la modélisation que j'essaie de faire derrière. Dernière phase, la phase de modélisation. Donc cette fois, je fais appel à des outils de machine learning pour apprendre un modèle qui va me permettre de répondre à mon besoin. Ce modèle, je vais pouvoir tester, avoir une phase d'évaluation avec différentes métriques, pouvoir tester ses performances. Et enfin, une fois que je suis satisfait, je vais le sauvegarder, le sérialiser pour pouvoir le réutiliser par la suite. Ça, c'est toutes les phases classiques d'un projet data science. Donc une fois que j'ai tout réalisé dans mon notebook, ce que je peux faire pour appliquer des principes plus orientés craftsmanship, c'est déjà avoir un template de code. Ce template de code, en fait, c'est assez simple puisque les différentes phases que je vais te présenter dans le notebook, ça peut déjà faire apparaître mon template avec mes différents modules. Je prends le module de feature engineering, je prends le module de modélisation, un module de visualisation, etc. Donc toutes les phases principales d'un projet data science vont pouvoir représenter mon template de code. Donc cette partie est assez simple. Ensuite, vu que j'ai déjà implémenté pas mal de choses dans mon notebook, je ne vais pas forcément tout casser, tout recommencer à zéro. Donc une chose que je peux faire, c'est dans un gros main, je vais me créer une grosse méthode qui va prendre toutes les étapes que j'ai réalisées jusque-là. Donc je vais avoir toute mon étape de chargement de données, mon feature engineering, ma modélisation. Je vais tout mettre dans le même paquet et ensuite je verrai comment je peux l'améliorer, le refactorer. Et là on est d'accord, c'est encore moche. C'est très moche. Ensuite, j'ai cette grosse méthode. Maintenant, ce que je veux faire, c'est déjà, première étape, valider que ma modélisation, que mon projet me donne bien les résultats auxquels je m'attendais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une phase de test. Ici, on appelle ça un test d'intégration parce qu'on va gérer en même temps des entrées et sorties. Donc je vais aller charger mes données et faire de l'écriture. Donc ça, dès qu'on a des entrées et sorties dans mes tests, ça s'appelle un test d'intégration. Donc je vais faire un test qui est assez compliqué à mettre en place. C'est le plus dur à mettre en place puisque je vais essayer de tester le comportement global de ce projet avec cette énorme méthode. Donc c'est très dur à mettre en place, mais c'est une phase primordiale qui me permet déjà de valider de bout en bout que je fais bien les choses comme il faut et que je peux valider que ce que je suis en train de mettre en place, ça a de la valeur. Donc là, on va arriver à une phase qui est extrêmement intéressante, c'est on va essayer de profiter au maximum des fonctionnalités qui sont fournies par notre IDE, de notre connaissance en termes de craft, pour essayer de refactorer notre code. Donc en fait, on va essayer petit à petit d'extraire des bouts de code de ce main dans les plus petites méthodes, essayer de tester unitairement ces méthodes. Et en fait, on va rentrer dans une boucle dans laquelle on va écrire des tests, refactorer, écrire des tests, refactorer, jusqu'à obtenir un code qui a une qualité suffisante, pour lequel j'estime que je suis suffisamment confiant de ma couverture de test et que j'ai représenté une majeure partie des cas. Quand j'arrive à ce genre de choses-là,
La chose qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir assez facilement, en plus, le lancer dans un outil de build. Donc, je vais pouvoir typiquement ici le lancer à travers un build Jenkins. Donc, j'ai un résultat de build ici. Le charger dans un repository de binaire que je vais pouvoir potentiellement déployer par la suite. Et donc, du coup, en fait, je vais être capable de satisfaire les besoins que j'avais mis moi initialement en tant que data engineer. Alors encore une fois, je vais être data scientist arriver en me disant ah, t'es bien gentil avec ton IDE, ton packaging, mais moi ça ne me permet pas d'avancer, de faire des nouvelles avancées dans mon modèle. Si je veux valider des nouvelles hypothèses, si je veux intégrer une nouvelle donnée, si je veux mettre à jour mon modèle, c'est pas hyper pratique ton outil. Qu'à cela ne tienne, en fait, ce binaire ou même ce template de projet, je peux directement le réintégrer dans mon notebook. Je peux importer ce projet dans mon notebook et donc appliquer toutes les phases de transformation de données que j'ai déjà validées et testées pour ensuite passer à une nouvelle phase où je veux tester une nouvelle fonction de feature engineering, où je veux tester un nouveau type de modélisation. Et donc du coup, je repars du template de code, je repars de tout le code que j'ai déjà réalisé pour ensuite passer à une étape supérieure pour améliorer mon modèle. Et donc en fait, tout ce cycle qu'on vous a présenté, ça nous permet à la fois de pouvoir avancer sur des projets data science sur un outil sur lequel on est à l'aise, c'est-à-dire le notebook, mais en même temps d'avoir déjà du code structuré, testé, qu'on va pouvoir envoyer dans un binaire. Et donc là, je peux aller voir mon ami Sylvain, et beaucoup plus serein sur le fait qu'il va accepter de commencer à me parler. Là, on peut commencer à parler. Alors du coup, maintenant on a fait cette présentation en fait, sur comment on pouvait mettre ça en pratique. Il y a quand même quelques éléments sur lesquels j'aimerais un peu pousser, on aimerait donner plus d'informations, notamment sur la partie test, donc principalement sur les outils que je peux utiliser, sur qu'est-ce que je dois tester. C'est pas forcément évident en fait d'un premier abord de savoir ce genre de choses-là dans le monde de la data science. Alors d'abord, déjà au niveau outils, en fait, moi je vais vous répondre, utiliser la même chose que ce que vous faites habituellement. Ces différents frameworks fonctionnent sur des langages qui possèdent leur propre framework de test. Java, Scala, Python, même R a son propre framework de test. Et donc du coup, utilisez les frameworks que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire des tests. Ça ne change rien à ce que vous avez l'habitude de faire. Si tant est que vous pouvez avoir l'utilisation de librairies comme par exemple Spark Testing Base que j'ai indiqué ici, qui va vous permettre d'accéder à des petits helpers pour pouvoir faire du test autour du framework Spark, qui est principalement disponible pour Python et Scala, ce framework. Maintenant, en fait, si on revient au découpage qu'on a vu précédemment, on avait parlé d'une première phase de feature engineering, une deuxième phase de modélisation. En fait, la première phase, qui est le feature engineering, si j'y réfléchis bien, ce ne sont que des simples petites transformations sur mes données. Ces transformations, en fait, ce sont des choses assez classiques qu'on peut voir dans le langage, et c'est très facile de tester indépendamment les différentes transformations de mon feature engineering. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Là où on se complique un peu la tâche, c'est dans la partie modélisation. Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte. Un algorithme de machine learning, par définition, on va inclure de l'aléatoire. Donc ça devient très compliqué de tester. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on cherche à tester dans un modèle de machine learning? On ne va pas essayer de tester le fonctionnement même de l'algorithme. Ça, on utilise des librairies déjà utilisées par un grand nombre de personnes. A priori, elles ont été testées, elles ont été bien implémentées. Donc, ce n'est pas forcément ça qu'on va essayer de tester. Ce qu'on va vouloir tester, c'est la performance de ce modèle. La performance, je peux la vérifier selon différents critères. Par exemple, est-ce que certaines catégories vont être bien prédites par mon algorithme? Est-ce que, par rapport à un critère de performance, une métrique, par exemple le pourcentage de bonne classification, est-ce que j'atteins un certain seuil minimal que je me définis comme critique? Si je suis en dessous de ce seuil, je ne valide pas mon test et donc je ne peux pas déployer ce modèle. Donc, on a pas mal de contraintes, notamment aussi sur le fait qu'il va falloir utiliser des sources de données qui soient proches de la production pour valider ce modèle. Donc ça inclut aussi des temps de test un peu plus longs, mais bien réfléchir sur qu'est-ce qu'on cherche à tester dans ce modèle de machine learning, pas son fonctionnement, mais ses performances dans le temps. Et donc justement, les performances dans le temps, il faut faire extrêmement attention à ça, puisque ce modèle, on va le construire, on va le runner, mais il va falloir aussi le maintenir. Ça, c'est un point crucial dans le craftsmanship, c'est la capacité à produire un code de qualité qu'on va pouvoir maintenir dans le temps. Un modèle de machine learning, il va falloir qu'on gère, qu'on monitore
sa performance dans le temps, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer une baisse de performance d'un modèle, un changement de comportement des utilisateurs, une déviation dans le temps du modèle, etc. Donc ça, en fait, on va essayer de se définir d'autres outils pour améliorer et pour monitorer ces performances. On va essayer, par exemple, si nos performances se dégradent, de réentraîner sur des nouvelles données. Peut-être qu'il fallait juste mettre à jour l'algorithme. Peut-être qu'il faut ajouter des nouvelles features, parce que le comportement de mon échantillon a changé dans le temps, et donc du coup, il faut que j'ajoute des nouvelles caractéristiques. Ou alors carrément changer de modèle, puisqu'il n'est plus forcément adapté après quelques mois, quelques années. Alors ça fait pas mal de points sur les tests. On va passer maintenant à une phase un peu plus organisationnelle sur comment faire concilier l'agilité avec la data science. Encore une fois, vaste sujet. Alors, quand on commence à parler d'agilité à un data scientist, on lui explique les principes de Scrum, de Sprint, de User Story, d'essayer de chiffrer ces différentes étapes. Bon, il dit non, ça c'est pas pour moi, ça va pas être possible. Sur mon projet, j'ai aucune idée de combien de temps ça va mettre. Est-ce que je vais pouvoir aller plus loin dans le projet? J'ai ma phase d'exploration, ça va pas forcément le faire. Du coup, on a essayé de chercher une solution à ce problème. Première chose qu'on a fait, c'est on a essayé de se dire globalement comment fonctionne un workflow de développement. C'est une version très simplifiée évidemment, mais en général, on a une première phase qui est de l'écriture du besoin, de l'écriture des user stories. De ça, ça va enchaîner une phase d'implémentation, une phase de démonstration, elles-mêmes qui peuvent déclencher des différentes mises en production, différents déploiements sur différents environnements. Et du coup, un peu tel un scientifique qui irait regarder les animaux dans la nature, nous on s'est dit on va essayer de regarder comment travaille un data scientist. En fait, globalement, si on essaie de simplifier à nouveau le processus, on va avoir une première phase qui est une phase d'exploration qui, elle, en général, peut être relativement longue, relativement incertaine. On va essayer d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, on va avoir toute une phase de feature engineering puis de modélisation. Donc ça, c'est les éléments dont on a parlé précédemment. Et enfin, toujours une phase de validation de notre modèle. On va essayer de valider que le modèle répond bien aux besoins qu'on avait initialement, avec des performances suffisantes. Alors du coup, quand on essaie de comparer ces deux cycles, finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de similarités et qu'on peut essayer de retransposer un cycle data science dans un cycle Scrum, donc un cycle agile. En fait, quand on parle d'implémentation, en data science, la feature engineering, la modélisation, ça reste du code. On a montré les différents outils pour pouvoir le packager, pour pouvoir le tester. Donc ça correspond bien à cette phase d'implémentation. Ensuite, la phase de validation reste la même. On se doit, dans un projet, de faire valider par d'autres personnes, de démontrer les résultats, de démontrer les avancées, valider les hypothèses pour pouvoir enchaîner sur une nouvelle modélisation, sur une nouvelle avancée. En fait, la grosse différence qu'on va pouvoir constater, c'est en termes d'exploration, donc la première étape. L'exploration, c'est la phase un peu cruciale en data science et qui va un peu driver tout le reste. L'exploration peut durer l'équivalent de plusieurs sprints. On ne peut pas forcément savoir a priori combien de temps cette phase va durer. On va essayer de valider plusieurs hypothèses, on va essayer d'itérer pas mal de choses, mais la première étape d'exploration quand on débute le projet est assez cruciale. Et en plus, la sortie de cette phase est incertaine. C'est-à-dire que je peux très bien sortir d'une phase d'exploration et dire non, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je n'ai pas forcément toutes les données, je ne peux pas répondre aux besoins, et donc du coup je dois arrêter ce projet à cette étape d'exploration. Mais par contre, on ne peut pas la supprimer, cette étape, puisqu'elle me permet de valider tout le reste de mon projet et toutes les stories qui vont être associées. Donc du coup, partant de ce constat, en fait, on a essayé, un peu à l'instar des Essentials dont on vous a présenté plus tard, de créer nos petits Essentials, en gros les conseils qu'on pourrait vous donner sur la partie agilité et data science. Le premier élément, en fait, incluez absolument le résultat de la phase exploratoire dans vos démonstrations de sprint. À chaque fin de sprint, même si le travail d'exploration n'est pas terminé, montrez où vous en êtes. C'est extrêmement important de récupérer du feedback des différents métiers, montrer ce que vous avez réussi à valider, à invalider. Même si ce n'est pas terminé, vous aurez déjà beaucoup plus d'informations pour pouvoir continuer cette phase d'exploration. J'en ai déjà parlé un petit peu. Accepter l'incertitude. On ne peut pas forcément savoir a priori que mon exploration, que mon projet va aller au bout. Il faut accepter le fait que mon projet, mon exploration peut échouer. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est déjà pris en compte dans l'agilité. On prend en compte l'incertitude des différents projets. Également, accepter l'imperfection. Ça, c'est principalement un principe qu'on a dans le monde du craft, c'est de se dire,
Ce n'est pas parce que mon résultat n'est pas parfait que je ne dois pas déployer le contenu, je ne crois pas jusqu'à la production. Tant pis si je n'ai pas les 99% de prédictions que je voulais. Déployez déjà le modèle, regardez comment ça se comporte, et vous referez avec un principe de cycle, un principe itératif, vous essayerez d'améliorer ses performances. Mais acceptez que ce ne soit pas parfait dès le début, sinon vous n'arriverez jamais à déployer quelque chose en production. Une chose qu'on essaie de mettre en place sur la partie exploratoire, c'est déjà on part du principe que c'est compliqué dans un cycle Scrum classique de chiffrer cette étape. On ne peut pas forcément la chiffrer. Ce qu'on va vous conseiller, c'est plutôt la timeboxer. On va se fixer une timebox de 2, 3, 4, 5 jours pendant le sprint qui sont exclusivement réservés à l'exploration. Et à la suite de cette phase, je vais démontrer mes résultats, même si je n'ai pas terminé, et on va valider ces résultats, peut-être se lancer sur une nouvelle phase d'exploration, donc une nouvelle timebox, mais donc du coup, l'inclure directement dans le sprint en se fixant une timebox de quelques jours. Et enfin, du coup, la plupart des slides qu'on a présentés précédemment, c'était beaucoup de vocabulaire autour de la méthodologie Scrum, d'un point de vue agile. Pensez qu'il existe d'autres méthodologies qui peuvent être très bien adaptées au monde de la data science, je pense notamment à Kanban. Essayez de réfléchir à quelle est la méthodologie et quels sont les éléments de chaque méthodologie qui vous sont utiles pour pouvoir vous inclure dans ce principe d'agilité. Et essayez de réfléchir un peu aux différents spectres de méthodologies que vous avez à disposition dans le monde agile. On va continuer à prendre un peu plus de hauteur et donc du coup parler un peu plus d'organisation globale des entreprises et donc notamment au niveau des projets data science. Alors on en a parlé un petit peu. Ce qui arrive fréquemment dans les organisations traditionnelles, c'est que les équipes sont complètement silotées. Les data scientists, data miners, data analysts vont être mis à part sur leur projet. Les développeurs, les ingénieurs data vont être dans leurs équipes de développement, mise en production. Et encore une fois, peut-être à côté, on va avoir une équipe d'administrateurs, de DevOps. Et donc, du coup, on ne va pas forcément communiquer très facilement sur un même projet avec les différents profils. D'un côté, ce qu'on va essayer de recommander plutôt, en fait, sur le projet Axela, c'est plutôt de fonctionner en mode équipe pluridisciplinaire, d'essayer d'avoir tous les profils réunis au sein d'une même équipe. Donc, évidemment, tout le monde n'est pas interchangeable sur les équipes, mais essayer de faire travailler tous les profils dans la même équipe et avec un même but. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une feature team. Comme le dit Sylvain, on va essayer de remettre au même endroit, de colocaliser les différents profils qui vont être les profils clés pour aller de bout en bout dans notre projet data science. Le data scientist avec l'ingénieur data, avec le DevOps. Donc, ensemble, ils vont pouvoir communiquer, faire du feedback, faire du pair programming. Je te spoil un peu. Et donc, du coup, ça va permettre d'améliorer grandement l'efficacité de vos projets. Petit éclaircissement sur ce profil DevOps, en fait, ce qu'il va pouvoir apporter au projet data et pourquoi, de notre point de vue, c'est extrêmement important qu'il soit dans l'équipe. En fait, ce profil DevOps va souvent avoir une grosse culture au niveau de toute la phase de packaging, toute la phase de monitoring, toute la phase suivi des performances dans le temps, provisioning de machines. Et en fait, il va apporter énormément à l'équipe, justement, dans toute cette phase d'industrialisation et pouvoir déposer quelque chose en prod. C'est extrêmement important d'inclure ces profils DevOps dans l'équipe. Et donc, ce sur quoi j'ai été un peu spoilé, l'avantage de voir des feature teams, vous allez pouvoir réaliser du pair programming et surtout interdisciplinaire. Faites pair programmer un data scientist avec un data engineer. En fait, l'avantage de faire ces choses-là, c'est que vous allez permettre au data scientist de profiter des connaissances de craft du data engineer et dans l'autre sens, vous allez faire profiter le data engineer de cette connaissance qui n'a pas forcément de cette culture mathématique, de ce qu'on peut faire de la data science. Et donc en fait, ça va énormément fluidifier la communication entre ces deux profils. Ça fait beaucoup de choses qu'on a vues dans cette présentation. On va passer une dernière phase où on va vous donner nos quelques conseils sur les différents projets qu'on a pu mettre en place, les différentes choses qu'on a voulu essayer. Première chose, on l'a vu et revu dans cette présentation, testez votre code. C'est possible pour un data scientist de tester son code. C'est dur au début, mais on y arrive. Ensuite, automatisez le build et le déploiement le plus tôt possible. On n'attend pas d'avoir un notebook hyper compliqué ou d'avoir un enchaînement de notebook pour lancer automatiquement notre déploiement et notre build. Ensuite, utilisez du code packagé, pareil, au plus tôt, dès que possible. Dans votre notebook, en fait, vous pouvez réutiliser ce code packagé pour faire la suite de votre projet. Donc inclure cette phase de développement, de test
dans votre package. Vous pouvez ensuite le réutiliser dans le notebook. Ensuite, la data science peut fonctionner dans un environnement agile. On a vu quelques conseils par rapport à une méthodologie Scrum. On peut tester d'autres méthodologies qui peuvent fonctionner. Ensuite, travailler en feature team, ça c'est un point extrêmement important. La colocalisation des différents profils dans l'équipe vont vous permettre d'aller vraiment au bout dans vos projets data science. Et donc, avec tout ça, en tant que data scientist, on est quand même déjà pas mal armé pour aller parler à notre ami ingénieur data. Ouais, là, je veux bien que le projet y parte. Ça va. Merci de votre participation. Merci. S'il y a des questions. C'était super clair. Juste une petite question pour être sûr de bien tout comprendre. Est-ce qu'une équipe avec un data scientist et un DevOps peut fonctionner ? C'est-à-dire sans avoir le data engineer qui entre guillemets, industrialise. Est-ce qu'un data scientist pourrait lui-même aller jusqu'à totalement industrialiser son travail ? Ça peut varier suivant aussi la maturité du DevOps. Suivant son profil également. Donc, on a des fois des DevOps qui ont beaucoup plus un profil Ops que Dev ou vice-versa. Mais il y a besoin d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui a les fondements du craft et du code bien fait. Il faut absolument avoir cette personne. Et c'est ici principalement que le data engineer arrive. Et aussi souvent dans la connaissance de l'architecture et de l'écosystème qu'il y a autour de ces technologies. C'est souvent cette information qui est apportée par le data engineer. Et du coup, qui est vraiment nécessaire. Il faut au moins avoir cette connaissance dans l'équipe. D'accord. Peu importe par qui elle arrive, mais il faut avoir cette connaissance. Ok. Oui, j'ai une question par rapport donc, au data scientist. Au niveau des tests, est-ce que ça apportait vraiment quelque chose pour toi d'écrire des tests, dans le sens où tu avais vraiment une problématique de maintenabilité de ton code avant ? Est-ce que c'était juste pour le plaisir et la satisfaction d'avoir des tests, ou ça a vraiment apporté un plus dans ton travail au quotidien ? Au début, j'étais un peu comme toi, j'étais un peu dubitatif et c'était plus pour faire plaisir. Mais non, en fait, dans la réalité, c'est vraiment bénéfique. Je prends l'exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais implémenté une window function, une transformation de ma donnée qui reprenait des données à l'heure -1, semaine -1, etc. Et en fait, je me suis rendu compte avec le test que j'avais fait les choses de manière un peu débile. Et finalement, ça me donnait des résultats qui me semblaient, moi, cohérents. Mais quand je testais sur des cas de figure vraiment concrets, en fait, le plus dur pour un data scientist, c'est d'essayer de réfléchir à quels sont tous les moyens possibles de faire planter notre code pour écrire le test qui va avec. Et donc, justement, d'avoir tous ces points qui peuvent éventuellement arriver dans les données, qu'on ne voit pas forcément dès le départ dans notre notebook, parce qu'on ne fait que sur des samples. Et finalement, quand le cas de figure arrive, plutôt que de devoir redéployer une nouvelle version du code, on a déjà testé cette partie-là. Donc ouais, c'est vraiment bénéfique. Je vais juste rajouter un petit détail ici, c'est qu'en fait souvent le data scientist va se baser sur un sample pour pouvoir valider que son code fonctionne. Et en fait, le fait de rajouter les tests, souvent on va avoir une pratique de tester énormément les cas aux limites, choses qui ne sont pas forcément faites du coup sur les samples. Et en fait, on va pouvoir facilement faire remonter des anomalies dans ce qui est codé grâce à ces cas aux limites. J'ai une question pour le data scientist qui est en toi. Si on voit en fait les différentes possibilités que tu peux avoir en fait en data science, tu peux dire j'ai un module que je vais mettre en production et j'ai une analyse spot et il faut qu'on me pose une question, il faut que je donne une réponse. Est-ce que maintenant, avec ton expérience des tests unitaires, tu te dirais pour une analyse spot, je vais quand même tester mes cas aux limites, ou tu te dis ce code ne sera pas réutilisé, ça ne sert à rien? C'est compliqué ta question. Non mais j'ai pas la réponse, et si tu arrives à me dire oui, je suis convaincu, ça me donne un peu d'espoir. Alors, très honnêtement, sur une analyse ponctuelle, comme tu le dis, ça devient compliqué de tester tous les cas limites et de vraiment faire une phase de déploiement continu de notre code, de tout refactorer, etc. Ça devient un peu compliqué.
Par contre, le fait d'avoir implémenté plusieurs projets qu'on essaye justement de mettre en prod régulièrement, et donc d'avoir implémenté plusieurs phases de test, ça nous donne déjà un bon recul sur quels sont les cas justement aux limites qui vont potentiellement faire planter cette analyse. Donc même si je ne vais pas tout tester, tout refactorer, j'ai déjà une idée assez précise de qu'est-ce qui pourrait faire que finalement les données que je vais fournir sont erronées. Donc du coup j'ai quelques tests, pas forcément écrits de manière très craft sur une analyse très ponctuelle, mais je peux identifier quels sont les points qui pourraient faire échouer mon code. Dernière question, c'est ça? Ah, c'est ok. Merci. J'ai pas bien compris, quand on parlait de faire des tests, ça parle de tests du code donc sur des données fictives, ou c'est des tests sur des vraies données? Et si c'est du test sur des vraies données, je dirais, enfin mon expérience, c'est que les assertions, elles sont dures à écrire. En fait, ça concerne principalement en partie test de modèles. Et en fait, on se rend compte que pour tester un modèle, il faut le tester en conditions réelles. Parce qu'en fait, techniquement parlant, modéliser un élément, le modèle pourrait être très bon sur un jeu de données et très mauvais sur un autre. Et en fait, il faut avoir un jeu de données qui correspond à ce qu'on aura en production. Donc, en fait, la modélisation de base, si on l'entraîne sur des données que nous, on a estimé être notre petit jeu de données qui ira bien, on va potentiellement dire que notre modèle il est correct alors qu'en fait il ne l'est pas. Parce que potentiellement on n'a pas bien représenté le comportement des utilisateurs réels dans la vraie vie. Donc il faut qu'on ait quelque chose qui soit vraiment représentatif de la réalité pour valider que notre modèle est cohérent. Et en effet, du coup, obtenir ce jeu de données, c'est assez compliqué. Et on essaie de trouver les meilleures méthodes en ce moment pour arriver justement à écrire ce test de la façon la plus propre et la plus claire possible. Question sur les premiers slides qu'on a vus sur les différentes stacks que vous utilisez, enfin qu'utilisent entre les software engineers, on va dire, et data scientists. Là, on a parlé beaucoup de comment on package du Python pour sortir du Python dans une appli. Vous packagez des applications multilangages dans cette optique-là, ou est-ce que vous mixez pas complètement les frameworks? En général, on et si j'en rajoute mixe du Hadoop pas en plus avec du distribué, faites-moi rêver. En général, on ne mixe pas les langages, souvent même au sein du même package. On va principalement favoriser les applications en Python ou en Scala. Ça peut dépendre aussi de la maturité du data scientist, que faire du Scala à data scientist, c'est pas forcément évident. De mon point de vue, on obtient une meilleure qualité, mais le gros avantage qu'on voit avec Python, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement dialoguer avec les équipes de data science. Donc en général, on va plutôt partir soit sur l'un, soit sur l'autre. Au pire, avoir un peu des deux qui se baladent dans le SI, c'est-à-dire du Scala et du Python. On va rarement mettre plus de langages différents. Après, la plupart du temps, ce qu'on utilise sur nos projets, c'est du Spark. Et donc, dans une application Spark, qu'elle soit en Python ou en Scala, en soi, il y a peu de différence. Voilà. Merci.